Questions sur l'Europe. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonsoir, c'est un principe simple, le principe de l'égalité homme-femme. Il est inscrit dans le préambule du traité de Rome. Il fait donc partie des fondements de l'Union européenne. Pourtant, en 2014 et à quelques semaines des élections, on peut se poser la question, la situation et le droit des femmes dans les 28 pays membres ne sont-ils pas en pleine régression, voire menacés? Il y a quelques jours, une étude inédite sur la situation des femmes en Europe, publiée par l'Agence européenne des droits fondamentaux, montrait que une femme sur trois vivant dans l'Union européenne avait été victime de violences physiques ou sexuelles. Depuis quelques mois, on assiste également à un recul des droits acquis aux femmes dans certains pays, l'avortement en Espagne. L'Espagne qui n'est, semble-t-il, pas un cas isolé, puisque d'autres pays comme la Lituanie sont entrés dans la même logique. Ici même, au Parlement européen, aujourd'hui, un rapport sur l'égalité homme-femme a été rejeté aujourd'hui en séance. On analysera pourquoi tout à l'heure. Sans oublier, bien sûr, l'égalité salariale homme-femme en entreprise. Elle reste bien souvent à l'état des bonnes intentions, même si de gros progrès ont été réalisés ces dernières années. Question enfin, les femmes en Europe ne sont-elles pas les premières victimes de la crise? Sont-elles les plus exposées? Sont-elles plus exposées que les hommes à la précarité? Et puis, nous analyserons aussi sur le plan politique, la parité en Europe a-t-elle apporté des progrès dans la représentation féminine parmi les élus ici au Parlement européen, puisque dans quelques instants, quelques semaines, il y aura des élections avec des listes à parité. Alors pour répondre à vos questions ce soir en direct de Strasbourg, nous avons autour de la table Izaskun Bilbao qui est députée basque du groupe libéral. Bonsoir. Bonsoir. Maria Gabriel, députée bulgare du groupe PPE. Bonsoir. Bonsoir. Et Sylvie Guillaume, députée française du groupe socialiste. Bonsoir. Et bien sûr, on retrouvera Ania Vogel qui suit pour nous les questions des auditeurs sur Internet. Nous la retrouverons dans le dernier quart d'heure de cette émission. Questions sur l'Europe. Stéphane Leneuf sur France Inter. Alors pour lancer le débat, on va revenir sur ce fameux rapport qui a aujourd'hui été rejeté par les parlementaires, les députés européens. Un rapport pourtant qui appelait à garantir l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Rapport qui a été rejeté de manière ça a été très juste, on peut le dire, mais rapport tout de même rejeté. Alors ma question, elle s'adresse à vous toutes les trois. Est-ce qu'aujourd'hui on a un Parlement européen réactionnaire, trop prudent? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Maria Gabriel, vous étiez rapporteur de ce texte. Je n'étais pas le rapporteur, je suis le coordinateur pour le groupe PPE. C'était ma collègue Anne Delvaux qui était le shadow rapporteur. En tant que groupe PPE, nous avions une position plus différente. C'est-à-dire que ce que nous déplorons, c'est que dans ce rapport, il nous a manqué en premier le compromis. Nous avions une rapporteure qui est restée largement sur Qu'est-ce qui était positions. prévu concrètement? Qu'est-ce qui était prévu? D'un point de vue du PPE, pour nous, le rapport traite beaucoup plus les effets de la crise et les mesures d'austérité sur les femmes. Toutes ces mesures de crise et les mesures prises par les États membres sont accusées de tous les torts. Le rapport va bien au-delà de la problématique égalité homme-femme, ce que nous avons considéré comme une omission. Pour nous, le rapport n'était pas suffisamment concentré sur les solutions. Nous avons tous le constat qu'aujourd'hui, il est nécessaire de continuer pour renforcer et pour enfin atteindre cette égalité homme-femme. Les progrès sont trop lents en Europe. Mais pour cela, il nous a manqué dans ce texte des vraies solutions. C'est pour cela que le PPE a eu une proposition de résolution alternative dans laquelle nous avons clairement identifié 4 priorités. Combattre les violences faites aux femmes, continuer à œuvrer à l'indépendance économique des femmes. Nous croyons au potentiel des femmes. Pour nous, les femmes ne sont pas seulement des victimes de la crise. Et nous avons également insisté sur la participation des femmes dans les processus décisionnels, politiques et économiques. Donc aujourd'hui, on a vu que c'est un vote très serré. En tant que groupe PPE, pour nous, c'était un rapport qui traitait beaucoup plus des effets de la crise que de l'égalité homme-femme. D'autant plus que nous avions déjà eu un rapport il y a plus d'1 an qui traitait des répercussions de la crise économique sur l'égalité homme-femme et les droits des femmes. Donc aujourd'hui, le groupe PPE, en votant contre ce rapport, ne vote pas contre les droits des femmes ni l'égalité homme-femme. Tout simplement, nous sommes positionnés dans une approche qui est différente et qui consiste à dire que nous devons combattre les stéréotypes, nous devons proposer des solutions concrètes et non pas seulement dénoncer la crise et les mesures d'austérité prises par des dirigeants européens comme responsables de la pauvreté des femmes et de la diminution quelque part de la situation des femmes. Sylvie Guillaume, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez dénoncé le fait que ce rapport n'ait pas été voté.
Oui, je suis déçue qu'il n'ait pas été voté et surtout avec une si faible différence de voix, 9 en l'occurrence. C'est une curieuse manière de réécrire l'histoire de ce rapport puisque ce qui est omis d'être dit là aujourd'hui maintenant par Maria, c'est que en fait elle a fait une résolution alternative du PPE avec à peu près les mêmes sujets qui étaient contenus dans le rapport de Madame Zuber qu'elle dénonce et sur lequel le groupe PPE a voté contre. Et je n'ai pas vu d'énormes différences sur les sujets abordés, sur les constats et sur les modes de règlement, ou en tout cas les solutions, les pistes de solutions sur les différents sujets abordés, sur les stéréotypes, sur les violences, sur l'inégalité salariale, etc. Tout ce qui a été cité. À cette seule différence près, que la résolution alternative du PPE, qui n'a pas été votée non plus, écartait l'Union européenne de toute action positive et déterminée en direction des États membres pour leur permettre justement de prendre des mesures. Et ça, c'est une singulière différence entre nous. Donc c'est assez curieux de présenter ces deux textes comme très très différents alors qu'ils concernent les mêmes sujets, mais ils ont une approche totalement différente. Voilà, je suis vraiment désolée de ce résultat parce que c'est un peu comme le vélo, voyez-vous, les droits des femmes, ce sont des droits très fragiles qui ont été conquis vraiment avec beaucoup de difficultés. Et si on ne continue pas de les appuyer, si on ne continue pas de les valoriser, effectivement, la tendance est au recul. Avec la crise, avec les difficultés économiques qui sont les nôtres, c'est vrai que la tentation est grande pour les conservateurs, pour les gens qui sont les plus éloignés de l'égalité entre les hommes et les femmes, de faire reculer les droits des femmes directement. Marie-Gabrielle, finalement, le résultat, quand même, c'est l'affichage. L'affichage, c'est que le Parlement européen ne vote pas un rapport en faveur de l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est politiquement, est-ce que c'est pas finalement un mauvais geste? D'abord, je ne peux pas accepter l'affirmation que les conservateurs, les partis conservateurs sont loin de l'égalité homme-femme. Je voudrais tout simplement donner des exemples. Le rapport fait 33 pages. Il y a de nombreuses répétitions que la rapporteure n'a pas pris le soin de les éliminer. Sur la base, c'est ça qui est dommage, que sur la base, nous sommes sur la même ligne, nous identifions les mêmes problématiques, sauf que nous sommes retrouvés face à un rapport, je suis désolée de le dire, sapin de Noël qui décrédibilise la commission, le travail de la commission de la femme. Et dans ce rapport, il y a aussi de nombreuses exagérations, des hors-sujets, type la crise renforce la prostitution et les violences faites aux femmes. Nous avons tout un tas de paragraphes qui concernent l'éducation. Nous savons très bien qu'il y a aussi des compétences des États membres qui sont concernés, qui passent par le chômage. Oui, c'est des choses, c'est des sujets importants, mais ce n'était pas pour nous des sujets qui devaient se retrouver dans ce rapport. C'est pour cela je remercie Madame Guillaume de nous dire que dans notre résolution nous avions les mêmes sujets, sauf que c'était concis, sauf que c'était très concis et je ne peux pas accepter qu'on éloigne l'Union européenne des mesures prises par les États membres parce que justement nous avons insisté sur les mesures prises au niveau européen, sur le gender pay gap, sur la directive Women's on Board et nous avons fait appel à ce que justement cela puisse être débloqué au niveau du Conseil. Donc voilà, je pense que sur une base nous avons des problématiques communes et certainement ce n'est pas bon pour l'image du Parlement de ne pas avoir un vote qui soit favorable à ce type de rapport parce que c'est un rapport qui est symbole aussi, mais force est de reconnaître que dans ce cas-là, l'une des méthodes les plus caractéristiques du travail ici au Parlement, la recherche de compromis, du fait de l'absence d'une majorité claire, a eu aussi un résultat tel que nous l'avons eu aujourd'hui. Madame Bilbao. Je suis le rapporteur, le shadow de mon groupe. Je dois dire que nous avons beaucoup travaillé avec la rapporteure officielle sur ces rapports. Et je suis désolée avec les résultats de ce matin. Je le dis à la fin du vote parce que pour moi c'était très important, pas seulement les résultats de vote, mais aussi l'attitude. À la fin de cette votation, il y avait beaucoup de gens, surtout les gens qui étaient à mon gauche, très contents, en criant. À votre droite. Et pour moi, c'était une image déplorable. Parce que nous ne pouvons pas être contents si nous ne sommes pas capables d'accepter un texte qui parle de l'égalité des hommes et des femmes et avec des positions et des questions très contraintes. Parce que quand nous disons les États membres, on doit travailler sur ces questions, ces questions, à la fin, le discours est la subsidiarité. La Commission et le Parlement, on ne peut pas dire. La subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont les États qui doivent s'occuper des problèmes de l'égalité homme-femme. Et maintenant, comme il n'y a pas de questions concrètes, dit ah non, est-ce qu'il n'y a pas de concrétion.
Je crois que là, il y a une identification avec tout qui parle de la différence salariale, de la différence entre pension entre les hommes et les femmes. Quelle est la position dans ce moment? Parce que presque les 60% des personnes universitaires à ce moment-là sont femmes. Mais après, il n'y a pas une plasmation réelle dans le marché du travail pour les femmes. Et l'égalité n'est pas seulement une question des droits de l'homme, c'est aussi une question économique, parce qu'il y a des rapports qui sont souvent, qui nous disent que la présentation de femmes dans le monde du travail, on veut dire plus efficacité, plus compétitive. Pour ça, nous croyons que nous devons avancer avec une décision politique très ferme que nous n'avons pas donnée aujourd'hui dans ce Parlement. Alors, je voudrais recentrer un petit peu le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, la question s'adresse à toutes les trois, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une régression, un recul des droits aujourd'hui acquis en faveur des femmes? Madame Gabriel, en Europe, bien sûr. Quand on regarde les chiffres, si on n'assiste pas à un recul, force est de constater qu'il n'y a pas de progrès. Lorsqu'on prend des exemples très concrets, le principe de salaire égal, le travail égal, encore au niveau européen, nous avons une différence de 16,4%. Et ici, j'attire l'attention sur les pays et probablement aussi le fait que certains clichés doivent être brisés. Par exemple, des pays, nouveaux États membres comme le mien, la Bulgarie, est au-dessus de la moyenne européenne, 14%. En revanche, des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, c'est largement au-dessus des 20%. Donc, quelque part, il y a une bonne réflexion ici à mener et de ne pas, à ce moment, évidemment, de réfléchir au niveau européen, qu'est-ce que nous pouvons faire. Force est de constater aussi que après la crise, il y a eu des effets sur les femmes. On ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? D'une part, nous avons des directives déjà prises au niveau européen qui ne sont pas appliquées. Tout simplement. Alors lesquels, par exemple? Des textes européens qui sont votés et qui ne sont pas appliqués. Lesquels? Tout de suite, la directive anti-discrimination et le gender pay gap. Tout ça, c'est des directives qui sont votées ou encore des directives qui sont bloquées au niveau du Conseil, comme les quotas des femmes dans les directoires des boards non exécutifs. Le congé maternité bloqué au Conseil. Donc, on voit qu'en tant que Parlement, qui a un lien direct avec les citoyens, nous sommes là pour défendre des propositions de politique commune, mais ensuite, on se heurte soit à une minorité de blocage, soit tout simplement au manque de volonté de la part des États membres d'appliquer ce type de décision commune. Sylvie Guillaume, pour quelles raisons ça bloque après au niveau du processus décisionnel une fois que les directives sont votées ici au Parlement européen? Très concrètement sur la question du congé maternité, avec ces avancées très fortes qui ont été réalisées. Alors pour le coup, l'idée c'est quoi? C'est de voter un congé maternité européen en quelque sorte. C'est d'harmoniser la durée du congé maternité selon les différents États membres et évidemment avec la rémunération à l'indemnité afférente et de créer également un congé paternité partout en Europe, ce qui n'est pas le cas, lui aussi indemnisé. Donc le travail du Parlement a été réalisé par consensus, on a réussi à trouver quelque chose qui tienne la route. Et c'est bloqué au Conseil pour une raison qui pour le coup dans ce cas-là est extrêmement simple, c'est que les États membres trouvent que ça coûte trop cher ou que ça coûterait trop cher. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est assez facile de démontrer que quand les femmes sont en congé maternité pour des motifs pathologiques ou quand elles prennent des congés supplémentaires sur leurs congés payés, on arrive à un équilibre qui finalement n'est pas si cher que ça pour les États membres. Mais ça serait long à dire. Je vais revenir sur la dimension réellement européenne. Vous nous avez interrogé sur les régressions. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire cette émission sans parler de certaines régressions qui s'expriment dans certains États membres, notamment sur la question des droits sexuels, sur la question de l'IVG, sur la question de la contraception. Le cas de l'Espagne est à ce titre-là assez significatif. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, et on revient sur la discussion tout à l'heure, c'est quoi la subsidiarité, c'est quoi l'empreinte européenne qu'on doit donner au texte, c'est que c'est juste après un vote contraire au rapport Estrela qui faisait la démonstration qu'il y avait des divergences énormes dans beaucoup de sujets dans les pays membres de l'Union, que cette question du retour en Espagne sur le droit acquis à l'IVG, qui fait reculer les femmes et accessoirement les hommes aussi, de 30 ou 40 ans en arrière, intervient parce que d'une certaine manière, le pouvoir espagnol se sent libéré de toute référence européenne et puis décide de passer à l'acte là-dessus. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir en tête
qu'on est sur un rail et qu'un rail, ça a deux fils. C'est le fil européen et le fil national. Est-ce que ça signifie qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont dans la même logique que l'Espagne? J'évoquais tout à l'heure la Lituanie. C'est exact. Mais il y a un texte similaire qui est en discussion. Mais il faut savoir également que, et à Chypre, et à Malte et en Irlande, sur les questions d'IVG, on est très très loin de l'acception qu'on peut avoir dans d'autres États membres du respect des femmes à décider pour elles-mêmes des suites d'une grossesse. C'est quelquefois passible de prison, donc il faut regarder aussi cette réalité en face. Alors, Madame Bilbao. Je crois que nous avons maintenant peut-être l'impression qu'il y a une régression. C'est clair que dans l'État espagnol, avec l'avortement, avec la position de ce gouvernement, avec lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est une régression claire pour les droits des femmes. On doit dénoncer. Ici, nous avons eu un débat pour faire ce débat à cause de l'avortement, de la régression au État espagnol. Mais je crois que nous essayons de faire une harmonisation au niveau européen. Mais ça permettrait aussi à chaque État membre de prendre ses propres décisions. Nous, par exemple, au Pays Basque, l'année 2005, nous avons approuvé une loi intégrale sur l'égalité, avec des congés, avec des listes paritaires, avec des décisions et des mesures dans les cas de violence contre les femmes, avec des décisions et la nécessité de travailler sur l'éducation des femmes et des hommes, une loi intégrale, et la loi de l'Espagne, c'était postérieur après de cette loi. Pour ça, les lois ou la décision au niveau européen, c'est une forme d'essayer une harmonisation au niveau européen. Mais chaque État, même pas, on peut faire la séparation de ces décisions aussi. Ça, c'est le problème, qu'il n'y a pas de volonté réelle des États membres pour avancer pour la égalité. Et ça, c'est la même chose. Dans cette Parlement, nous parlons toujours, non, il y a entre 5% de femmes parlementaires. Non, je crois que nous devons changer le discours. Ça, c'est le cas qu'il y a en 65% des hommes. Et ça, c'est la question. On évoquera tout à l'heure effectivement l'égalité en matière politique, on en est effectivement loin. Je voulais revenir sur ce texte concernant la discrimination, une directive qui, visiblement, qu'est-ce qui a été décidé concrètement? On l'a vu pour quelles raisons? Sur le fondement de ce texte, qu'est-ce qu'il est prévu? Pas de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, pas de discrimination sur le fondement du sexe. Donc tout simplement, c'est tout ce que nous faisons, c'est de la respecter. On a les instruments juridiques, notamment sur ce sujet-là, sur la discrimination, mais ça ne s'applique pas. Donc ça bloque à quel niveau? Ça bloque au niveau des États, ça bloque au niveau des entreprises. Il n'y a pas de contraintes juridiques pour les appliquer? Mais je crois qu'on peut citer les deux. À la fois, nous avons des exemples dans la sphère publique au niveau des États et nous avons des exemples dans la sphère publique, dans la sphère privée. C'est pour cela, il me semble que notre rôle, c'est plutôt de continuer à œuvrer à ce que le dialogue entre le privé et le public puisse réellement avoir lieu. Et ce qu'au niveau européen, on a une politique commune qui permettrait, au bout d'un moment, de dire où en sommes-nous avec l'application de nos propres directives à nous. Donc moi, je le vois plutôt dans ce sens-là, de promouvoir les bonnes pratiques. Notre devoir à nous, c'est de continuer à en parler. Je pense que pour cela, la Commission des femmes, le Parlement européen est une excellente tribune. Grâce à nous, le sujet continue constamment à être à l'ordre du jour. En revanche, nous n'avons qu'à gagner si nos textes deviennent encore plus précis et plus concis pour qu'on nous décrédibilise le travail que nous faisons tous les jours. Sylvie Guillaume. J'ajouterais qu'il y a aussi un domaine où il y a un blocage, c'est dans la participation des femmes dans les processus de décision. Alors pour le coup, dans la sphère privée, on a beaucoup parlé des textes, notamment de la Commission, et Madame Reding sur ce niveau était effectivement très en pointe. Elle se trouve elle aussi bloquée sur le texte, sur la participation des femmes dans les conseils d'administration des grosses entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une marche à franchir, d'autant que, alors pour le coup, dans certains États membres, ça fonctionne assez bien. J'ai l'exemple en France, par exemple, où on a déjà légiféré
sur ce texte-là, il y a déjà des entreprises qui sont pénalisées, qui sont sanctionnées parce qu'elles n'ont pas respecté la question des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Donc on voit que sur ce domaine-là, là aussi, alors pour le coup, c'est vraiment encore le Conseil qui doit être accusé de ces mots-là, de cette incapacité à faire progresser un certain nombre de textes. Alors on évoquait tout à l'heure l'inégalité salariale qui est prégnante, hein, visiblement on en reste au stade des bonnes intentions. Est-ce qu'il y a quand même eu des progrès de fait depuis plusieurs années dans ce domaine-là ? Dans quelques pays, par exemple la Belgique, où il y a un mécanisme qui permet à ce que tous les 2 ans, les entreprises puissent en discuter, publier un document qui permettrait d'avoir accès aux informations, tout simplement, et ainsi trouver les meilleurs mécanismes pour que les bons exemples continuent à être promus. Force est de reconnaître que les pays sont très peu nombreux. On ne peut citer que plus que de 4-5 cas dans toute l'Union européenne. Et nous avons toujours cet écart qui en aucun cas ne disparaît. Au contraire, continue à se creuser dans certains États. Sylvie Guillaume. Oui, c'est exact. Je n'ai rien à ajouter sur la difficulté qui a été décrite par Maria de trouver des mécanismes qui soient effectivement adaptés à la situation. Pourtant, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental. Quand on mesure aussi avec un chiffre très simple qu'il faut les femmes travaillent 59 jours gratuitement, à travail égal, à poste égal et à responsabilité égale. Donc vraiment, c'est le stigmate, effectivement, d'une absence de volonté. On a vu un 16% d'inégalité salariale en moyenne en Europe. C'est une moyenne, mais effectivement, salaires. On en parlait tout à l'heure, il y a des situations extrêmement diversifiées et effectivement qui ne répondent pas à un certain nombre de stéréotypes traditionnels, on va dire, puisque par exemple, en Italie, on a un taux d'écart salarial qui est extrêmement faible, de l'ordre de 3 à 4%. En France, il est de combien ? 20%, 25%? Non, il est quasiment dans la pile moyenne européenne, on doit être vraiment à 16,4 ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans l'espèce de moyenne. Mais on va jusqu'à 28% dans certains États. Dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des progrès à faire ? Bon, on l'a vu, égalité salariale visiblement, mais dans quel autre domaine il y a encore des combats à mener ? Je dirais sur la question des violences. On l'a évoqué tout au démarrage. On vient de l'évoquer, je voulais y revenir, hein, l'Agence européenne des droits fondamentaux, une étude, c'était une première. Cette étude, elle a été publiée il y a quelques jours. Une femme sur 3 victime de violences physiques, ça fait quand même 62 millions de femmes en Europe, c'est énorme. Maria Gabriel. Oui, ça, Pardon. Non. Les violences continuent à être un fléau et d'ailleurs je me réjouis que cette année, la Journée internationale de la femme, le Parlement européen l'a consacrée à la prévention des violences faites aux femmes, un défi pour tous et je pense que nous devons continuer à combattre les stéréotypes qui sont à la base de toute cette inégalité homme-femme, de toutes les violences aussi envers les femmes. Continuer aussi à sensibiliser par le biais des campagnes d'information les médias, les plus jeunes pour que les violences faites aux femmes soit réellement reconnu comme un acte criminel. C'est pour cela, dans le dernier rapport que nous avons voté ici à Strasbourg, nous avons insisté pour qu'il y ait un acte législatif européen et nous avons insisté pour que la clause passerelle puisse être activée au moment où la violence pourrait être... Cela signifie qu'un petit groupe d'États pourrait faire des avancées dans le cadre d'une politique commune, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'unanimité, ce qui bloque souvent la décision au niveau de l'Union. Madame Bilbao. Je crois qu'au niveau européen, les problème, c'est que dans quelques États membres encore, la violence contre les femmes, surtout dans l'ambit privé, c'est une question privée, c'est pas une question publique. Hein? Et ça, c'est la première question pour avancer. Et nous devons travailler beaucoup sur les stéréotypes parce que au niveau d'éducation, je le dis, les 60% des nouvelles universitaires sont de femmes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Les stéréotypes, les moyens de communication, et les langages aussi. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'école, de la maison. Mais en image, c'est suffit. Là, nous sommes 3 femmes en parlant sur ces questions. Je crois qu'au niveau européen, ça changera quand les hommes et les femmes nous parlons avec une normalité sur ces questions. Parce que la égalité, c'est bon pour la société, mais c'est bon aussi pour les hommes. Je crois que nous devons travailler pour ces questions. Parce que dans les moments dans lesquels nous soyons capables de faire l'extension de cette idée, tout changera.
Sylvie Guillaume. Je fais suite à ça parce que c'est vraiment tout à fait fondamental. On est 3 femmes à répondre ici. Il faut quand même signaler que, par exemple, la présidence de la commission Femmes et Égalité des genres au Parlement européen, c'est un homme qui l'occupe et qui l'occupe d'ailleurs fort bien et qui n'est absolument pas contraint d'être président de cette commission. Il l'a fait tout à fait volontairement. Je rajoute 2 chiffres quand même assez illustratifs aussi sur la question de la violence. C'est 7 femmes par jour en Europe qui meurent sous les coups de leur conjoint. Il faut entendre ça tous les jours. Et le deuxième chiffre qui m'amènera à une proposition, c'est que 67% des femmes qui sont victimes de violences n'en parlent pas, ne vont pas déposer plainte et ne franchissent pas le seuil d'un commissariat ou d'un poste de police pour déposer une plainte. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles ont d'abord une forme de honte, une difficulté à surmonter un acte qui est particulièrement douloureux et violent. Mais en plus, je pense qu'en face, elles ont le sentiment qu'elles ne vont pas être écoutées et que la question qu'elles apportent, leur souffrance, finalement, c'est vain de faire cette démarche. Donc, s'il y a une proposition aussi à faire qui peut être faite au plan européen... Est-ce que ça, c'est un dénominateur commun qu'on retrouve dans tous les pays européens ? Oui, c'est pour ça que la proposition, et je reviens sur cette question de l'alimentation entre la dimension européenne et nationale, c'est que par exemple, il faut vraiment accentuer la question de la prévention, de la formation des personnes qui reçoivent ces plaintes. C'est pas nécessairement qu'une femme parle à une femme, mais il faut que la personne qu'on a en face, on soit sûr qu'elle est en situation de pouvoir comprendre ce que vous venez poser sur une table après un viol, une violence, des coups, souvent devant des enfants. Et surtout, deuxième proposition, que des solutions soient trouvées aussi pour les parents qui doivent partir. Ceux qui ont été frappés, celles qui ont été frappées dans la très grande majorité des cas, doivent quitter le domicile conjugal. Où est-ce qu'elles vont ? Où vont-elles quand il y a des enfants ? Quand il faut quitter. En France, on a fait une démarche pour que ce soit la personne la plus vulnérable qui reste dans le logement. Mais ça n'est pas encore tout à fait général, et ça n'est en tout cas pas général en Europe. Sur ce domaine-là, chaque État en fait, gère sa propre difficulté. Marie-Gabrielle. Moi, je voudrais réagir justement en lançant un appel. Aujourd'hui, les États membres peuvent faire quelque chose de très concret qui peut se faire très rapidement. C'est ratifier la Convention d'Istanbul. Nous avons jusqu'ici seulement 4 États membres qui ont ratifié la Convention d'Istanbul. C'est le document qui règle avec une contraignance juridique les questions liées aux violences faites aux femmes. Pas seulement pour la prévention, pas seulement pour la protection des victimes, mais aussi pour la réinsertion des victimes. Et donc aujourd'hui encore, nous avons seulement 8 États qui l'ont ratifié. Il en faut 10 pour qu'elle puisse entrer en vigueur. On rappelle le contexte de cette convention. Elle a été proposée quand ? Elle a été signée quand ? Quels ont été les États qui ont négocié cette convention ? La convention a été proposée à tous les États du Conseil de l'Europe, ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les 8 États qui l'ont ratifiée, nous avons des États qui sont encore candidats à l'adhésion de l'Union européenne, comme Bosnie-Herzégovine ou encore Serbie. En revanche, force est de constater que les autres États membres ne se sont pas précipités pour le faire. Aujourd'hui, c'est un cadre dont nous avons besoin, un cadre juridique qui permettrait à ce que les États membres, par justement des mécanismes de coordination et de cohérence entre les différents politiques nationales, y compris par le biais des financements européens, pourraient mettre en œuvre une approche intégrée qui pourrait gérer ce problème. C'est ainsi qu'on pourrait avoir une meilleure coordination entre certains financements européens, par exemple le programme Daphné 3, pour lequel ici au Parlement nous nous sommes battus pour le garder pour la prochaine période 2014-2016 maintenant, mais en même temps au niveau national ça permettrait d'avoir un fort engagement de la part de l'État quant à la protection, la réinsertion des victimes et aussi la prévention. Pardon. Je suis d'accord avec toutes les déclarations que nous devons faire la souscription de la déclaration, mais chaque État membre, chaque autorité régionale, on peut faire des choses. Parce qu'une femme, par exemple, qui pose plainte, après, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, nous devons, et ces documents, on dit que nous aurions l'obligation d'avoir des budgets pour, par exemple, d'avoir des maisons pour accueillir des femmes qui auront la violence domestique, par exemple. C'est une question concrète, mais ce n'est pas nécessaire de signer une déclaration pour adopter des décisions comme ça. Ces rapports dit des choses comme ça. Est-ce que ça signifie, Madame Bilbao, qu'aujourd'hui on a tous les textes, on a eu plein de déclarations, on a eu plein de rapports, maintenant il faut agir concrètement ? Oui, c'est ça. Je crois que nous devons moins parler et plus faire. C'est le moment de faire des choses concrètes et nous avons la possibilité. C'est clair que nous voulons, je veux, avoir une harmonisation au niveau européen pour avancer
de la même façon. Mais aussi, chaque État membre, chaque région qui a des compétences doit faire aussi des choses concrètes. Avoir des maisons pour accueillir les femmes, pour accueillir les enfants et donner des services, d'accompagner pour trouver l'emploi. C'est pas suffisant. Il faut agir au niveau local. Maintenant, Claire, il faut agir au niveau local. Oui, aussi à niveau local. Et ça, c'est une différence au niveau nourrir. Il faut surtout se nourrir de ce qui existe de le mieux dans les États membres, ce qui est le mieux pratiqué. Et c'est pour ça que cette question qui circule depuis longtemps, mais qui est intéressante, de la clause de l'européenne la plus favorisée, ça peut être intéressant parce que justement, ça se nourrit dans tel pays d'une très bonne activité sur l'emploi, dans tel autre d'un très bon accès à la santé. Et donc, comment on construit ensemble, à partir des bonnes pratiques nationales, un corpus commun, harmonisé sur les différents domaines. Je crois que c'est aussi l'une des ambitions, l'une des magies de l'Europe, c'est pouvoir se nourrir de ce qui relève des bonnes pratiques dans tel ou tel endroit. Ania Vogel, vous suivez pour nous depuis le début de cette émission les questions des auditeurs sur Internet. On vous écoute. Oui, alors d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement européen, Martine de Toulouse regrette que pour ce qu'elle qualifie de raison politicienne, le Parlement européen ait voté contre l'égalité homme-femme. C'est ce que va retenir l'électeur, précise-t-elle, alors que la crise et les mesures d'austérité ont bien des conséquences néfastes pour les femmes. Michel de Strasbourg rappelle que souvent les femmes sont dépendantes financièrement de leur mari et restent, y compris lorsqu'elles sont victimes de violences, car un divorce serait synonyme de précarisation, surtout en temps de crise. Elle vous pose la question, seriez-vous favorable à un salaire pour l'activité domestique, par exemple dans le cadre d'un salaire universel? Comment se fait-il que les salaires ne soient pas les mêmes pour un poste et un travail égal, demande Jérôme, 14 ans. Chloé vous pose cette question. Je crois qu'en France, les femmes sont minoritaires dans la possession des biens immobiliers. Qu'en est-il dans les autres pays d'Europe ? Alors plusieurs auditrices s'interrogent sur le rôle des médias, particulièrement dans le domaine sportif, et proposent de couvrir à part égale les sports féminins et de faire appel à beaucoup plus de commentateurs et de journalistes femmes pour les commenter, ce qui éviterait les réflexions sexistes qui se sont multipliées, notamment pendant les JO de Sochi. D'ailleurs, demande Aline, y a-t-il des consignes du CSA en la matière, y compris dans les autres pays européens, ou de supervision comme pour les temps de parole au moment des élections? Aline qui note une résurgence d'une certaine forme de machisme, sans doute latent, mais à nouveau beaucoup plus décomplexé dans notre société. Est-ce aussi votre avis? En tout cas, pas de machisme ici, puisqu'il y a que des femmes autour de la table. Je voulais rebondir sur la question de Michel, sur la dépendance financière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important? Est-ce que la crise a vraiment des répercussions aujourd'hui sur les droits, sur la situation des femmes en Europe? Maria-Gabrielle. Moi, je pense qu'on a trop facilement tendance à dire que la crise a rendu les femmes encore plus vulnérables. Nous oublions de dire aussi que les femmes, du fait justement parce qu'elles sont plus flexibles, parce qu'elles acceptent des emplois moins bien rémunérés, arrivent aussi à mieux s'en sortir que les hommes qui sont plus souvent exposés au risque de chômage longue durée. Mais ça, il faudrait bien le dire, que c'est aussi grâce à la volonté et le potentiel des femmes de pouvoir jouer plusieurs rôles pour arriver à obtenir cette indépendance économique. D'où notre proposition de continuer à insister sur l'indépendance économique des femmes, de leur donner la possibilité de proposer des solutions, non pas seulement de les voir comme des victimes, non pas seulement d'augmenter les dépenses publiques pour combler des lacunes concernant cette indépendance économique. Et pour cela, nous promouvons et nous insistons tellement sur l'esprit entrepreneurial des femmes. Ça, c'est une des choses qui me manque aujourd'hui. Les femmes entrepreneurs. Ça, dans le rapport, c'est expliqué plus par le biais des dépenses publiques. Nous ne croyons pas que c'est les dépenses publiques plus qui vont développer l'esprit entrepreneurial des femmes. Non. Je pense que Madame tout Bilbao simplement dit que c'était dans le rapport qui n'a pas été voté aujourd'hui. On laisse Madame Gabrielle terminer. Il y a dans le rapport, il y a toutes ces idées. C'est pour cela je pense que nous avons tout simplement une approche différente sur les mêmes sujets. Sylvie Guillaume, juste la dépendance financière, lutter contre la dépendance financière, effectivement, favoriser l'entrepreneuriat des femmes, c'est bien. Est-ce que finalement, là, j'en suis toujours à la question de Michel, ça passe aussi par l'arrivée d'un salaire pour les activités domestiques? Oui, je pense qu'on peut réfléchir à ça parce que la partie de travail des femmes, qui n'est pas un travail salarié, est quand même assez important. Et surtout, ce travail domestique, dit domestique, je mets des guillemets à cela, il s'ajoute souvent au travail salarié des femmes. Je veux revenir sur cette question de la dépendance parce que votre question a du sens quand on parle de crise.
il faut savoir que le nombre de femmes qui ont recours à un travail à temps partiel, contraint, je dis bien contraint, non choisi, est beaucoup plus important que celui des hommes. Et quand on a un petit salaire, quand il faut faire beaucoup de déplacements, quand c'est un travail qui est morcelé dans la journée, c'est vrai que quelquefois le réflexe d'une femme, c'est de se dire c'est trop de trajets, c'est pas assez d'argent, je me replie chez moi. Et finalement, cette dépendance, elle est validée d'une certaine manière par la force des faits. Donc je pense qu'il faut qu'on lutte sur la question de l'égalité salariale, qu'il faut qu'on lutte sur la qualité des emplois. Il n'y a pas de raison raisonnable que les femmes aient systématiquement des emplois qui soient moins bien rémunérés et qui soient dans des temps de travail moins importants que les hommes. Vraiment, de ce point de vue-là, on a un très long chemin à parcourir. Madame je peux dire un mot oui. sur les médias, parce que c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je veux faire référence notamment à la question des publicités sexistes. Je pense qu'il faut vraiment, s'il y a un sujet à utiliser et à faire fructifier dans le prochain mandat de ce Parlement, c'est qu'on réfléchisse vraiment à la manière dont le corps des femmes est utilisé dans la publicité. Alors je ne suis pas plus bégueule qu'une autre, mais très franchement, pour faire vendre une voiture, on n'a pas forcément d'avoir une fille en sous-vêtements sur le capot de la voiture. Alors, une question, quels sont aujourd'hui les derniers, enfin s'il y a des derniers points noirs on peut dire, de la condition féminine? Est-ce qu'il y a encore vraiment des points noirs sur lesquels il faut que vous battiez, que tout le monde se batte en quelque sorte? Oui. Les points noirs, c'est la violence contre les femmes. Et dans les rapports que nous avons connus il y a quelques jours, je crois que c'est les points noirs les plus préoccupants dans lesquels nous devons travailler. Mais la violence, c'est une conséquence directe de des inégalités des hommes et des femmes. Et nous devons travailler pour ça, pour éliminer cette violence. Et je dois dire aussi qu'il y a des autres conséquences, parce que nous avons une crise économique. Mais si nous regardons la crise, il y a aussi une face masculine. Pour ça, nous devons avancer, je crois, avec l'égalité, parce que nous avons tout à gagner et rien à perdre. Sur le plan strictement politique, l'égalité homme-femme a-t-elle progressé ici au Parlement européen? Marie-Gabrielle. Le Parlement ne peut que servir d'exemple, même s'il y a encore des choses à faire, notamment quand on le compare aux parlements nationaux. Lorsqu'on compare le pourcentage des femmes élues ici, c'est environ... Voilà. Combien? 38%. 38%, alors que la moyenne dans les parlements nationaux est de 22-25. On approche tout doucement de la parité en quelque sorte, Marie-Gabrielle. Donc voilà, je pense que le Parlement peut donner une impulsion, peut servir d'exemple, peut toujours continuer à demander, mais c'est de nouveau au niveau des États membres que les spécificités des différents États en ressortent beaucoup trop, il y a des trop grands écarts. Est-ce qu'il y a la parité sur les élections européennes dans tous les États? Il y a des modes de scrutin qui sont un peu particuliers, qui sont pour certains d'ailleurs assez incompréhensibles, et il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle le tir au pigeon, c'est-à-dire qu'il y a un vote préférentiel, donc on peut rayer des noms. Donc forcément, on aboutit à une perte en ligne du nombre de femmes, la plupart du temps, au final. Par contre, sur la question au-delà du nombre de femmes, du pourcentage de femmes, on a un regard très affûté sur la prise de responsabilité au sein du Parlement européen. Donc c'est les responsabilités de présidente de commission. Et là, il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Ça a bien progressé. Et je peux vous dire qu'il y a Par exemple, il y a une combien grosse de femmes cible. qui président des commissions ici au Parlement européen? Il y en a pratiquement la moitié. La moitié, c'est pratiquement la moitié, pas tout à fait. 50%, c'est bien. Madame Bilbao, ça sera le mot de la fin, très rapidement. Je dois dire que je suis favorable à la parité. Dans le Parlement basque, j'étais présidente avec les 53% de femmes, parce que nous avons une loi qui défend la parité des listes de tous les partis politiques. Ce sera le mot de la fin. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ici cette émission en direct du Parlement européen. Vous êtes sur France Inter, c'est bien, vous avez raison. Dans 2 minutes, très exactement, 1 minute maintenant, il sera 20h. Bonsoir.